What up les boursicoteurs, 10e épisode. Aujourd'hui, on est avec une grosse pointure, quelqu'un qui a fêté ses 10 ans comme membre d'une compagnie publique et il est maintenant PDG de Guru Energy Drink Corp. Carl Goyette, merci d'être là. Merci de l'invitation. Très heureux d'être là. Hey, on va briser la glace, je vais goûter une nouvelle saveur. Moi qui étais un adepte jadis de Guru dans mes années plus pauvres, je dirais. C'est ça que tu me disais. Cheers. C'est vrai que t'en buvais beaucoup, tu disais. Il y a une année, pendant 30 jours, je mangeais des gaufres matin, midi, soir, puis je buvais du Guru. Je te laisse deviner mon régime puis mon poids. C'était pas chic. Hey, brisons la glace, Carl. T'es PDG d'une compagnie publique. Tu dois sûrement avoir quelque chose de plus important à faire que d'être ici aujourd'hui. En fait, je trouvais ça important. Je trouve, tu sais, c'est le fun d'avoir des discussions transparentes sur la business. Puis je trouvais ça le fun ce que vous faites. J'avais vu ce que vous faisiez avant que vous m'invitiez. Après ça, vous avez parlé à un moment donné vous avez parlé du stock de Guru. Ça m'a attiré mon attention aussi. Je pense que vous avez répondu. Oui. Fait que non, on se cache. Ouais, c'est une compagnie publique, mais on se cache pas. On aime ça être le plus transparent, puis de partager l'histoire. C'est relativement petit. J'ai été surpris de voir seulement 35 employés. Comment vous gérez une entreprise quand même... Oui, c'est ça. Les gens, tu sais, la marque est très connue. La plupart des gens au Québec, surtout, pensent que c'est une très grande entreprise parce qu'on est public, mais il y a beaucoup de partenaires dans tout ça. Là. Il y a beaucoup de partenaires, que ce soit les courtiers qui nous représentent au niveau des ventes, que ce soit les partenaires, on les appelle les embouteilleurs ou en anglais des co-packers, mais des gens qui font le manufacturing ou l'usinage. Je vais utiliser des mots pas mal en anglais parce que la business se passe plus en anglais. On se le fait rapprocher d'ailleurs. Mais OK, je vais essayer de faire un effort, mais des partenaires embouteilleurs, Oui. des sous-traitants. OK. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec nous indirectement, mais des employés à temps plein de Guru, on est plus autour de 35. Sur le Puis, payroll. Ouais. Ma question là-dessus, c'est est-ce que c'est beaucoup une équipe de marketing à l'interne ou vous faites ça affaire aussi avec des firmes externes? Marketing, il y a pas mal, tu sais, là, j'ai un autre mot en anglais, mais il y a beaucoup de freelancers quand même qui travaillent avec nous autres, mais il y a une équipe de marketing à temps plein qui s'occupe de tout ce qui est médias sociaux, création de contenu, tout ce qui est matériel de marchandisage. Fait que oui, il y a une bonne partie du marketing qui est faite à l'interne. Il y a une bonne équipe quand même, finance, comptabilité, probablement un petit peu plus grande. Pas une grande équipe, honnêtement. Pas vraiment déléguer Pour une compagnie, ça, non. Puis pour une compagnie publique, on a probablement la plus petite équipe de finance et de comptabilité d'une compagnie publique, mais ils sont super efficaces, super performants. Est-ce que le légal est à l'interne aussi? Non. OK. Non, c'est une firme externe aussi. J'imagine toutes les restrictions, les filings. Oui, on essaie de réduire ça au maximum. C'est surprenant après 5 ans comment on est capable. Si on compare les coûts d'être une compagnie publique quand on est entré en bourse en 2020 avec les coûts d'être une compagnie publique aujourd'hui, c'est beaucoup moins aujourd'hui. Combien ça coûte, mettons, être listé on ne le disclose pas. Ça OK. fait que, mais c'est pas aussi cher que les gens pensent. Là. Okay. Je veux dire, plus d'1 million de dollars, mais c'est pas aussi pire que ça. C'est-tu un pourcentage, mettons, c'est un montant fixe pour n'importe quelle compagnie ou c'est variable à certains critères? Il y a des frais du TSX qui augmentent avec la capitalisation boursière, là, mais ça, c'est pas la plus grande partie des coûts. Il y a une grosse partie des coûts qui vient des frais de comptabilité, là, de vérification d'audit, les firmes comptables. Naturellement, c'est beaucoup plus... c'est un processus qui est beaucoup plus rigoureux qu'une compagnie, privée. C'est pas une mission d'examen. C'est ça. Ça, c'est une grosse partie. Puis l'autre partie, il y a des frais légaux, naturellement. Il y a un board de plus. Naturellement, on a un board qui est beaucoup plus étoffé, qui a des frais associés à ça. Mais ça serait les gros morceaux. Le reste, c'est bien du investor relations. Mais tu sais, du investor relations, on en ferait peut-être pareil, même si on était privé, pas pour les mêmes raisons, mais on voudrait probablement rencontrer des partenaires privés. Il y aurait probablement des dépenses de private equity. À part si, mettons, si j'étais 100% du propriétaire de l'entreprise, bien là, je ferais zéro investor relations, mais ça tourne autour de ça. On est devenu super efficace. L'intelligence artificielle nous aide beaucoup avec la traduction des documents. Oui, c'est vrai. Il y a quand même ça, il y a quand même des avantages. Oui, bien c'est ça. J'avais lu une des entreprises que j'ai dans mon portefeuille, ça coûtait comme 4-5 millions à être listé au Nasdaq, puis il avait comme retiré la compagnie du Nasdaq, ce qui avait suivi une chute. Le Nasdaq, ce serait un autre... c'est une autre grosse structure de coûts. Oui, OK. D'autres exigences de gouvernance, etc. Ouais.
L'entreprise a été fondée en 1999. Les gens ne le savent pas. Je pense que ça a commencé à être populaire dans les années d'occupation double, au Québec du moins, quand vous commanditiez avec le Jeep. Avant ça, mais ouais. Ça ressemble un peu à ça chez les jeunes du moins. Il y a eu une augmentation des ventes dans l'occupation double. Oui, je pense d'ailleurs que tu voulais pas aller à l'occupation double. Tu connais cette histoire-là? Ben, écoute, j'ai fait mes recherches. C'est bon, t'as fait Puis que vous étiez un peu mal préparé pour Bali. Ouais. C'est ce que j'ai entendu dire, selon moi. Ah, quand même. OK, là, t'as vraiment été loin. Là. J'écoute des podcasts. On a fait nos recherches. Donc, est-ce que tu veux parler? Tu veux parler de Ben non, l'histoire? mais- Tu veux parler d'OD? Tu veux parler... C'était même pas une question. Toi, t'es smart. Je l'ai testé si t'étais smart. Carl. Non, Joe Zacher. Est-ce que tu le connaissais? Comment que t'es... On s'est connus à travers... Qui est le qui est le la personne fondateur. qui- Oui, c'est qui ça. a C'est créé. important de préciser ça Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est moi le fondateur. Puis c'est pas moi le fondateur. En fait, la courte histoire, là, c'est que moi, je suis un fan de Guru depuis le jour 1. Mhm. Puis j'ai rencontré Joe à peu près dans les mêmes années que Joe a fondé Guru avec 3 de ses amis. Là. C'est des amis de collège qui avaient parti ça ensemble. Qui apparaissent pas, eux, dans Ce sont plus l'historique là. de la compagnie. Ouais, ben parfois. Si tu fais des recherches encore plus loin, tu vas les voir. Ok. Oui, quand même, ils apparaissent. Puis c'était un partenariat quand même qui a duré entre ces 4 gars-là pendant longtemps. Là. Tu sais, ça a fait de 99 jusqu'en 2014. Mhm. Puis ils ont travaillé ensemble un bon bout de temps. Mais les premières années de Guru, c'était quand même... Il y a eu quand même... Ça avait une certaine popularité, mais c'était vraiment c'était un peu une side business là, pour Joe en particulier, qui opérait des clubs. Il y avait le Sauna et le Angels. Ça, vous êtes trop jeune, je pense. Ça pour me dit avoir rien. Lui, on ne sait pas son âge. D'ailleurs, c'est peut-être toi qui vas lui demander. mais on Le va Sauna, le c'était savoir. un after Ouais. hours qui était très Ouais, populaire. je connais. Ouais, Moi, puis j'ai Angel- pas loin de 40. mais- OK, fait que t'as entendu parler du Sauna quand Ouais. même. C'est Mais très- c'est peut-être allé illégalement. On sait pas. Puis là, il a été, après 3 heures, il ne fait pas vendre d'alcool. Fait qu'il vendait des drinks. Puis là, dans les années 90, là, il y avait vraiment une tendance. Quand même, dans les after hours, dans les raves, ça s'appelait des smart drinks. C'était vraiment un bar avec des blenders. Tu Puis un mélangeais paquet ça. d'ingrédients, tu mélangeais ça, puis il faisait comme... Pas des smoothies, mais ça aurait pu ressembler à des smoothies. Fait que c'était un peu comme un projet de côté, puis il C'est ça. vendait ça. Ils vendaient surtout des dans smart les bars. drinks comme ça. Puis d'ailleurs, Justin, qui opérait les bars, les smart drinks, ben, c'est encore un de nos employés aujourd'hui au marketing qui s'occupe, qui est notre directeur artistique encore aujourd'hui. Fait que c'est un créatif qui faisait ça dans les bars dans ce temps-là, dans son jeune temps. Puis ça fonctionnait très bien, mais t'imagines dans un bar avoir des blenders, de l'eau de coco, des extraits de thé vert, de la guarana, des jus. C'était quand même compliqué. Mais là, ils ont mixé une coupe d'affaires dans le bar puis ils sont arrivés à ça. ou- Non, mais ils mixaient ça, puis ils disaient, on pourrait avoir une solution. On pourrait avoir une solution dans une canette, ça serait bien plus facile. Fait qu'il y avait de l'exploration avec ça, ils ont commencé à développer. Puis il y avait 2 des partenaires quand même, puis un, entre autres, qui voyageait beaucoup plus, qui voyait la tendance en Europe. Le Red Bull était commencé en Europe. Il n'était pas arrivé au Canada, mais Red Bull en Europe, il y avait ça avait commencé en 86. Fait que tu sais, rendu en 96, 97, tu sais, ça commençait. Là. Il y avait eu 10 ans de... Il y a eu 10 ans de Red Bull qui ça a été difficile. Là. Ben, sûrement. Mais à un moment donné, en 96, 97, ça s'est mis à accélérer. Fait que là, dans les bars, dans les nightclubs, c'était quand même quelque chose de populaire. Fait que c'était super chimique déjà dans ce temps-là. Fait que les gars étaient peut-être bien en avant de leur temps, là, en se disant on va faire une boisson énergente plus saine pour la santé avec des ingrédients naturels. Ça sonnait bien comme ça, là, mais c'était pas facile à faire. Fait que là, au début, ils faisaient des recettes, puis les canettes explosaient. Les mêmes histoires qu'on entend toujours des entrepreneurs. Là. Puis ils ont commencé à vendre ça dans les bars. Mais en le vendant dans les bars, ça leur donnait accès à... Il n'existait pas d'influenceurs, ces médias sociaux dans ce temps-là. Les influenceurs, c'était en vrai, dans les bars, les nightclubs, les gangs, les jeunes cool qui sortaient au sauna, ben, qui buvaient du Guru. Fait que ça faisait comme un peu du... pour pas dire word of mouth, du bouche à oreille. Ouais. Puis ça a comme propulsé la marque sur une base quand même plus montréalaise. Ouais. C'était assez populaire à Montréal, Plateau, Myland, Mylex. C'est pas très populaire. Mais assez local. C'est ça. Une croissance Fait que ça l'a assez accéléré. faible, tu sais. Fait que mettons. c'est à peu près comme, mettons, ça a augmenté à peu près à 5 millions de ventes. Puis là, moi, je suis arrivé chez Guru après avoir été... En 2014. c'est ça. Après, moi, Mais avoir c'était-tu été un Joseph fan... qui était encore là Ouais. toutes ces années-là. Ouais, C'est lui qui Joseph roulait était là. ça. Fait que moi, je suis arrivé puis je suis devenu partner, dans le fond, avec Joe, Joseph, comme il Ouais. préfère se faire appeler Joe. Joe et Eric, qui est un investisseur Ça. depuis le début. Puis Eric, on se demandait, tu sais, c'est. Parce que lui, je vois qu'il y a un nom, on dirait québécois, mais il était aux États-Unis. Fait que c'est un gars de Montréal ou Ouais, c'est un gars de Montréal. Ah ouais, c'est Ça un fait gars combien de temps qu'il est dans le business? depuis le début. Ouais. Eric, C'est un- mais Eric a été impliqué plus ou moins à travailler. Il n'a jamais été comme un employé de Guru. Il a toujours été un investisseur depuis le début. Eric était un jeune financier à ce moment-là qui travaillait dans le monde de la finance, puis que ses chums, il se partait un energy drink, puis il avait besoin d'un peu d'argent. Fait que Eric a été un des investisseurs. C'est un ami Dans- à Joe. Ouais, hein. c'est ça. Ok, je comprends.
Fait qu'ils sont devenus partners ensemble sans être... Tu sais, Eric est encore... C'est le chairman du board. Fait qu'il est encore très impliqué. C'est le plus gros actionnaire de Guru depuis toujours. À 24,5 selon nos sources. Ah, quand même, c'est ça. Ben oui. Ouais. C'est un actionnaire très important, c'est important. très impliqué, chairman of the board. On se parle plusieurs fois par semaine. À, Tu sais, 20, on est- à, 20 c'est un après partner, 25 je checkerais mes billes. Je serais assez impliqué, je te dirais. Je prendrais l'avion de Vegas une couple de fois. pour c'est venir. ça. Fait que, mais pas besoin de prendre l'avion si souvent. On se parle sur Teams. Tu sais, lui, mettons, lui qui est aux États-Unis, est-ce que tu trouves qu'il amène des fois une vue différente sur le marché américain? Est-ce que vous aidez des fois à mieux comprendre ce marché-là ou pas? Oui, mais c'est pas tant que ça son rôle. On a ajouté deux autres. On a OK. ajouté deux autres board members. Là. OK. Je dis des board members, des membres du CA. Ouais. Des administrateurs. Ouais. Est-ce que c'est Luc et Patrick ou non? Non, Pas en tout. ça, c'est des, Ça, ça, c'est c'est le- des ça, c'est le cap exécutifs. table. OK. Si vous voyez sur le board, là, il y a, Ouais. il y a Tyler Ricks, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai pas. Non? non. OK, puis il y a Jeff aussi. Jeff, c'est le fondateur de les jus Suja aux OK. États-Unis, qui a OK. aussi fondé une compagnie de boissons énergentes, qui a eu un succès moyen. Mais on les a amenés, on a amené deux nouveaux administrateurs pour venir nous aider avec la perspective US. Ça, on a fait ça. Il y a eu un press release là-dessus, mais là, tu sais. Mais là, on peut pas peut pas savoir toutes les press c'est- releases, mais. Exact. Fait qu'on a amené deux experts du marché OK. américain. Eric Exact. habite aux États-Unis, connaît bien le marché américain, mais ces deux personnes-là, c'est deux experts qui ont travaillé dans plusieurs compagnies aux États-Unis, Ah, dont Depuis quand, ça? Tyler. Ça, c'est depuis l'année dernière. OK. Fait que je te dirais que pour raffiner la stratégie US, Oui. c'est vraiment Jeff et Tyler qui sont. Eux, ça fait combien de temps que vous êtes aux États-Unis? Qu'on est aux États-Unis, il y a quand même depuis 2005. Là. Mais Avec je te Whole dirais Foods. Oui, c'est ça. Ça a commencé avec Whole Foods. Fait que ça, c'est une autre belle tranche d'histoire. Là, ça, c'est avant, naturellement, bien avant que j'arrive. Mais tu étais client chez Guru. Ça a Un l'air que client. ton mariage était très OK, arrosé avec ouais, Guru, c'est ça. C'est une belle histoire à raconter, mon mariage. Le drink de mon mariage, c'était vodka Guru. Exact. Là, les Fait tantes, que j'étais- ils ça, lançaient on, toute parle la de, on nuit. parle de 2002, là, fait que c'est quand même Ouais. 12 ans avant que j'arrive chez Guru. Ouais. Que J'ai j'ai bien des aimé ce photos. bout-là. J'ai des photos avec. On a hâte de les voir. On va les rajouter au montage, si le PR nous le permet. De quoi on disait, là? On disait de Whole Foods. On parlait de Whole Foods, c'est mais ça. Whole Foods appartient à Amazon, Ouais. si je ne me trompe pas. Ça fait pas très longtemps, là. Ça Ça fait quand fait même pas trop quelques longtemps. années. Fait Fait que que, I ça, guess Amazon est votre Ensemble. plus gros client. Ouais, c'est ou- ça. OK. Amazon, tu sais, Amazon et Whole Foods combinés ensemble, Mais c'est notre plus ça, gros ça a client. changé quelque chose? Tu sais, Whole Foods, avant 2005, c'était une compagnie indépendante. Là, ils sont rendus ensemble, mais ça a-tu changé quelque chose, admettons, tu as vu dans les ventes quand ils ont fait cette acquisition-là, ou c'est difficile à dire? Parce que Non. je disais, mettons... C'est encore surprenamment quand même assez divisé. Ok. On commence à avoir des synergies. Exemple, de pouvoir utiliser la plateforme Whole Foods pour faire des ventes sur Amazon, utiliser Amazon pour faire des ventes sur Whole Foods, le Retail Portal, le portail Whole Foods. La plus grosse intégration, je dirais, c'est les Prime Members. Parce que ça, tu sais, si tu es un Prime Member Amazon, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est oui. bon. tu sais. Ouais. Bon, ben, tu as des rabais. Tu sais, la carte loyauté dans un Whole Foods, c'est pas, tu sais, comme ici au Québec, c'est Métro et moi, puis chez IGA, c'est les points sains. Eux autres, C'est la Prime. c'est la carte Prime. Donc, tu as des rabais si tu es membre Prime, tu as toutes sortes d'avantages. T'as-tu le free shipping? Parce que ça coûte cher, Oui, livrer c'est des ça. canettes. Oui, tu as le free shipping en étant Prime. Nous, on a Ouais, essayé. On a essayé de livrer des canettes. D'ailleurs, on t'en a amené une. On a fait notre brand. On a voulu garder ça à 4 lettres parce que tu nous as vraiment inspiré. On appelle ça You're In. C'est quoi le concept? You're either out or you're in. C'est notre coach en affaires, François Deck-Bérubé, qui a lancé ça. Là, c'est de l'eau pétillante, mais on avait Mais froide peut-être... en plus. Ben oui, on avait peut-être l'intention un jour de commercialiser ça avec une boisson. On sait jamais. Si jamais t'en veux une, je te l'offre. Merci, mais là, je suis déjà bien équipé en breuvage. Fait que c'est ça. Fait que là, on parlait des États-Unis, de la stratégie de croissance là-bas. Naturellement, une stratégie d'accélération de la croissance aux États-Unis. Amener 2 nouveaux board members des États-Unis. On a ajouté aussi une autre personne de marketing au board. Donc, on s'est vraiment comme essayé de bonifier le board pour s'équiper pour raffiner notre stratégie. Ouais. C'est pas mal la principale chose qu'on a faite ensemble dans la dernière année. C'était vraiment de dire, OK, regardez la stratégie, bien, l'exécution du passé, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, se recentrer sur c'est qui le consommateur gourou, quels sont les bons détaillants pour cette marque-là, puis après ça, de vraiment raffiner la stratégie de croissance future. Naturellement, ça, c'est la partie qui est peut-être un peu plus sensible, plus confidentielle. Ouais. Je ne vous discloserai pas toute la stratégie, mais on a vraiment mappé un plan de 5 ans avec tous ces board members-là, puis on est plus dans un mode exécution de ce plan-là. OK. C'est ce qui a... Est-ce que c'est ce qui a amené...
quand même des marges brutes records à plus de 71 %. Là. Vous avez une nette hausse par rapport à l'an dernier que j'ai vu qui était à 55 %. Comment on fait pour passer de 55 71, il y avait une partie d'exceptionnel là-dedans. Là, Ouais, c'est vraiment 65%. 65, ouais. 0,9. Mais comment on fait pour faire un saut de 10 % de marge brute Ouais, sur c'est une une canette? grosse partie. Fait que c'est toujours une combinaison de choses. La principale chose, c'est un changement de modèle de distribution. Là. On passe d'un modèle où on avait un partenaire exclusif, où on retourne dans un modèle avec plusieurs distributeurs. Fait que le partenaire exclusif prenait une grosse marge. Il nous donnait des services en échange, prenait une grosse marge. En enlevant ce partenaire exclusif-là, ben, on revient avec le modèle qu'on avait eu pendant les 20 premières années de Gros. Donc, on refait des partenariats directement avec Couche-Tard, Sobeys, Métro, Loblaws, Ça, c'est de la vente Costco. directe. On vend direct. Et Ça, non pendant au quelques distributeur. années, Oui. c'était un partenariat avec PepsiCo. Pendant Oui. quelques années, on a fait C'était vraiment eux, ce distributeur exclusif, qui nous représentait OK. chez tous les détaillants. Donc, on parlait tantôt de sous-traitance. Ben, c'est Oui. comme si on sous-traitait l'équipe de vente. Oui. Hein? Puis ça, ben, c'est une chose qu'on s'est rendu compte qu'on ne voulait plus faire. On veut pas. OK. On veut avoir la relation directement Ça, avec les détaillants. tu sais, moi, quand j'ai regardé le stock, tout ça, puis je me dis, selon moi, les attentes étaient élevées par rapport à ça. Tu sais, c'était un gros nombre, puis la réseau de distribution, il aurait dû bien fonctionner, mais on dirait que ça n'a pas vraiment fonctionné. Non. Il y a quelque chose, comme vous avez appris comme leçon là-dessus? Ou... Oui, beaucoup de leçons. C'est moi le premier, là, dans l'industrie du breuvage. Là, nous, on en a parlé, une petite entreprise québécoise, d'avoir l'opportunité de faire un partenariat avec un géant. En général, dans l'industrie du breuvage, là, quand tu réussis à faire un partenariat avec un C'est géant, ça, là, c'est comme tu You penses que made ça it. You va... made it! Ah, là. C'est comme ça va tomber. la grosse affaire. là, C'est comme fait un que, auteur qui trouve une maison d'édition. Quand tu regardes la vraie, c'est toujours excitant. Là, puis, je pense quand même que c'était la bonne décision à faire, puis il fallait l'essayer. Puis je pense que si je ne l'avais pas fait encore, on serait 50 ans. Ça serait arrivé plus tard, de toute façon. Je serais en train de me dire comment je fais pour faire un partenariat avec un géant. Oui. Mais la réalité aussi, dans l'industrie du breuvage, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples de marques. D'être une petite marque dans un très grand système, ça ne fonctionne pas bien. Ça, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, surtout dans les acquisitions. Coke et Pepsi ils ont fait beaucoup d'acquisitions à travers le temps. Oui. Ils n'ont pas eu beaucoup de succès avec les acquisitions qu'ils ont faites. Souvent, ça ne fonctionne pas bien. Ils sont très, très bons quand ils viennent pour pousser la distribution d'une très grande marque. OK. Quand la marque est très bien établie, là, puis que là, ça se vend tout seul, puis tout ce que tu as à faire, c'est remplir les tablettes, ça fonctionne. Mais de dire que c'est des gens qui sont capables de bâtir des marques, il y a toujours beaucoup de priorités. Là. J'ai encore un mot anglais, mais conflicting priorities, des priorités qui se... conflictuelles. Bien, dans les priorités conflictuelles, quand tu as des très grandes marques, très profitables, est-ce que tu demandes à ton équipe de vente de focusser sur une petite marque qui n'est même pas la tienne? Puis est-ce que tu leur demandes de pousser dans leur machine distributrice, dans leur espace, de pousser les commandes? Ou tu te dis non, mais c'est la priorité ce mois-ci, c'est telle marque et telle marque, puis c'est là-dessus qu'on veut puis vos objectifs de vente sont là-dessus. Tu tombes souvent un peu en arrière-plan. C'est ce qu'on se rendait compte souvent, qu'on n'avait pas la même attention que quand c'est moi qui vais rencontrer Couche-Tard, Métro ou Sobeys, ben on parle juste de Gourou. Puis c'est notre VP Vente, puis c'est nos représentants, mais ils parlent juste d'une marque. Oui. Tu arrives avec des grands partenaires comme ça, ils parlent de 25 marques. Là. Oui, puis des fois, les marges sont meilleures s'ils parlent de la marque A Ben, versus c'est la sûr. marque B. Quand Fait ils que possèdent moi, une je marque, paye ils à font bien plus commission. d'argent. Là, vous voyez les marges, le genre de marge brute qu'on a, Oui. ben, ils ont ce même genre de marge brute-là Je avec leurs pense que produits. d'abord, ce modèle d'affaires-là de sous-traitance, c'est comme ça commence à être arriéré, puis il y a quasiment des conflits là-dedans, que genre, au final, le monde va Il y a va des se passer le exemples, mot. il y a des exemples de succès dans ça, puis je pense que les exemples de succès sont plus quand la marque est vraiment rendue établie que dans des marques plus petites. L'autre chose qui est en train de changer dans le modèle de distribution qui est quand même important, c'est tout l'élément technologique, l'intelligence artificielle qui vient de se mêler de tout ça. Exemple, parce que le gros avantage d'un système, là, le modèle de Pepsi et de Coke, c'est un modèle de livraison directe. Donc, c'est le modèle où le représentant passe en magasin, il prend la commande, il pousse la commande. Puis après ça, il y a des gens de livraison puis de marchandage qui viennent placer ça dans la tablette. Mais il reste que la plupart des détaillants qui s'en viennent de plus en plus automatisés. Donc, exemple, je vais donner un exemple avec une bannière comme IGA. Là, je trouve ça c'est important, mais une bannière comme IGA, ils ont un système de commande automatisé. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils ont en inventaire, à quel moment. On est capable de voir nous-mêmes dans un portail combien on a vendu de canettes la semaine dernière dans tel IGA puis dans tel autre IGA. Sans appeler le distributeur. Oui, de, hey, on est combien capable de t'as? voir. Oui, Eux OK. autres, ils ont accès à ça. Puis là, tu as un camion de Sobeys, qui est le distributeur d'IGA, qui vient dans ces bannières-là 3 fois, 5 fois, même certains magasins à 7 fois par semaine.
Donc, s'il manque une canette, le système peut replacer la commande puis d'en avoir le lendemain. Alors que ces gros distributeurs-là qu'on parlait, bien, ils viennent une fois par semaine, dans certains cas, une fois par 2 semaines. Donc, il y a un petit peu moins de... Eux autres aussi ont accès à la technologie, mais c'est juste des très grosses infrastructures qui sont peut-être un peu moins flexibles. Mais ils ont sûrement des deals à long terme, là, dans le sens que... Oui, absolument. Ils ont C'est des machines de distribution qui savent exact. ce qu'ils font. Là. C'est pas le problème, c'est pas... Ils sont capables de bouger des caisses et les mettre sur la tablette. Là. On parle de dire qu'est-ce que ça prend. C'est déjà vraiment difficile de bâtir une marque. Là. Qu'est-ce que ça prend comme effort pour marchandiser, gagner de l'espace, se battre pour installer un frigo Faire de une plus, nouvelle canette, une nouvelle saveur. gagner un espace additionnel. C'est une guerre dans les magasins tout le temps. Puis de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les détaillants, ils veulent centraliser leur distribution. Nous, quand on a démantelé ce modèle de distribution-là, de distributeur exclusif, à revenir vers les détaillants, les détaillants étaient très heureux de nous revoir dans leurs propres entrepôts, de dealer directement avec nous autres, d'être capable de flexible, la flexibilité, c'est tout une ça grosse sans avantage. grossir l'équipe? Je veux dire, c'est plus... Oui, on a grossi l'équipe un petit peu. OK, Ouais, on a grossi un petit peu. Oui, on a rajouté. Est-ce que Dans tu les ventes, on a dirais, rajouté. tu as dit que c'est une bataille, mettons, en interne pour avoir, mettons, des étagères ou peu importe, qui est de l'espace dans un commerce. Est-ce que tu trouves que c'est plus tough, ça, que de bâtir, mettons, une image de marque qui est solide, ou c'est quoi qui est le plus important actuellement? En fait, j'ai changé mon opinion là-dessus. En fait, dans le passé, je disais toujours que c'était à peu près 50-50. OK. Je disais que la moitié de la guerre, c'est de bâtir la distribution, puis l'autre moitié, c'est de bâtir la demande de la marque, right? Le marketing. Ouais. Dans l'industrie des boissons énergisantes, parce que tu sais, ça dépend des gammes de produits. Il y a des produits, si je vendais de la farine, là, tu sais, ou si je vendais du quinoa bio, tu sais, que la marque est un peu moins importante. Je dirais probablement que la distribution, puis le placement dans le magasin, puis les promotions, c'est plus important. Dans les boissons énergisantes, la marque, je dirais que c'est comme 70 Bâtir la marque, c'est ce qui est le plus important. Si tu as une marque puis tu as de la demande, ça va être relativement facile d'aller chercher de la position. Fait que c'est toujours de balancer les deux. Parce que mais l'inverse aussi, si tu as plein de demandes puis que les gens sont capables de te trouver, tu t'en vendras pas non plus. Fait que C'est un peu le problème que vous aviez pendant un certain temps. c'est ça. Fait que, il faut toujours balancer ça. Puis où est-ce que tu mets plus d'efforts? C'est sûr que tu vois plus de retour sur l'investissement immédiat quand tu mets bien de l'effort de vente. Parce que là, tu mets bien de l'effort de vente, tu gagnes de l'espace, tu vends des caisses, tu vois un retour investi. Mais si tu pousses bien des caisses, mais que personne ne boit de gourou, ben il y a une limite à ça. Hein? Fait qu'il faut que tu investisses en marketing pour que les gens veulent l'acheter. Puis dans une boisson énergisante, il y a toute une affaire, c'est visible, les gens voient, ça donne un message par rapport... c'est comme un peu dans la mode, il y a comme un... Il y a un badge value là, dans les boissons énergisantes. Je veux juste te dire mon expérience personnelle, c'est drôle parce que c'est tellement. Parce que les marques, tu sais, moi, la pire marque qu'il n'y a pas, selon moi, là, le branding, c'est Monster. Là. C'est comme à chaque fois que je les vois, tu vas jamais à une place, puis t'es pas fier de te promener avec ça. Là, tu comprends? Genre, pour moi, c'était toujours Red Bull, c'était comme le brand est bon. Puis là, maintenant, tu as vu, ça fait, je te dirais, 2 ans que je vois plein de monde prendre des gourous partout. Puis surtout dans ma tranche d'âge. Fait que là, je suis comme, OK, le branding commence à être pas mal meilleur, selon moi. Ouais. Mais une question que j'avais là-dessus, est-ce que tu trouves que c'est plus cher ou les dollars investis en marketing sont meilleurs que les dollars investis dans la distribution, mettons? T'as fait répondre. C'est vraiment... Je suis pas sûr que je suis capable de répondre ça parce que ce qui est sûr, c'est que c'est plus facile de calculer le retour sur des dollars en vente et en distribution. Oui. Parce que tu le vois direct. Ouais. Le marketing, c'est pas une science exacte. T'sais. Comme des fois, moi, je trouve que dans l'entreprise, c'est de loin la fonction qui est la plus difficile. Parce que c'est la plus inexacte. T'sais, quelqu'un qui est en production, là, je demande à quelqu'un, OK, on va ouvrir, on fait pas ça, mais si on ouvre une usine, on trouve un terrain, on bâtit une usine, on installe des machines, on sait qu'on va produire ça. T'sais, en comptabilité, tu as beaucoup plus d'exactitude. On sait qu'on fait tel effort, on va avoir le résultat. Il arrive des fois là, où des choses... Il est arrivé vraiment des fois où on a fait des choses en marketing qu'on était convaincu que c'était bon. Puis on est encore convaincu que c'était super bon, puis qu'on est incapable de mesurer vraiment l'impact, de dire « Ah, on a fait ça, puis on a vu un impact sur la vente. » Il faut que tu restes convaincu là, que tu bâtis de l'amour pour la marque, que tu bâtis de l'attachement, que tu bâtis une connexion émotionnelle, qu'il arrive des choses comme toi que tu as constaté. Dans ton entourage, tu vois de plus en plus de monde boire du gourou, tu en vois de plus en plus sur les médias sociaux, mais tu bâtis de l'équité de la marque. Il y a certaines affaires qui sont mesurables. Là. C'est comme on voit, mettons, la notoriété de la marque. On a investi énormément dans le reste du Canada. Dans le Canada anglais, on est parti de 0. Personne connaissait Gourou. Puis aujourd'hui, quand on mesure, on a 30 C'est 30 des consommateurs qui connaissent Gourou. Ça, c'est les boîtes. Qui connaissent Gourou. Qui connaissent Gourou. Okay, pas 30 des gens qui en consomment. 30 du marché. Mais ça, là, on a, vous connaissez sûrement, il y a une espèce de funnel en marketing. Là, tu pars de
C'est tous des mots en Awareness. anglais. Awareness Ouais. Consideration Trial. Là. Bon, mais, au niveau de l'awareness, on a bâti beaucoup. Il y a toujours des barrières de considération. Parce que c'est de dire, OK, mais pourquoi je changerais? Pourquoi je bois du Red Bull, je bois du Monster? Pourquoi je changerais? Il faut que tu expliques un peu plus pourquoi. Mais une fois que les gens nous essayent, nous autres, c'est ça qui est la grande force de cette marque-là. Le produit est bon. 70% des gens qui essayent Guru, ils répètent, puis ils répètent. Puis, c'est extrêmement dur de générer de l'essai. Après ça, on a beaucoup de repeat. Dans ton ratio 30-70 qui a changé avec le temps, avant tu disais que tu étais 50-50, est-ce que ça a changé en voyant comment les autres compétiteurs ont des marques aussi fortes, que ce soit Red Bull, que ce soit maintenant Celsius? Est-ce que ça a impacté ton changement? On le voyait, ça. Juste que dans le fond, ce qui a le plus changé, c'est que je pensais qu'avant, juste avoir le meilleur produit, c'était assez. On est convaincu, on le sait qu'on a le meilleur produit, la liste des ingrédients. À peu près tout le monde s'entend pour dire qu'au niveau de la liste des ingrédients, de la qualité, les certifications bio, etc., puis même au niveau de la qualité, tu sais, les gens, ils peuvent pas dire Guru, ça fonctionne pas. Là. Quelqu'un qui prend un Guru, il va dire ça réveille autant qu'un Monster, qu'un Red Bull. Mais, fait que ça, là-dessus, on sait qu'on a le meilleur produit. Mais tu sais, comme toi, la marque Monster ne résonne pas avec toi, mais il y a vraiment des millions de gens qui adorent cette marque-là. Puis c'est une clientèle qui est vraiment différente. Fait que, je pense que ce qu'on a appris, c'est de dire, bien, pas essayer de plaire à tout le monde nécessairement. Monster plaît à une certaine clientèle, puis ces gens-là adorent la marque. Puis nous, on essaie de plaire à une autre clientèle qui est probablement plus proche de ton entourage. Tu sais. C'est ça, mais je me demandais là-dessus, tu sais, parce que j'ai regardé, mettons, souvent dans vos pamphlets, puis tout ça, que vous faites des présentations aux investisseurs, puis je vois que c'est très niché vers du monde qui se met en forme, qui vont faire du cross-track ou du sport comme ça. Est-ce que c'est une clientèle qui est peut-être plus nichée, ça, selon toi? Oui, absolument. Marché ça, c'est une des choses qu'on a, tu posais la question sur les apprentissages, une chose qui est claire pour nous, c'est que d'essayer de plaire à tout le monde, là, tu vas finir par pas plaire à personne. Puis on a toujours été, le produit est très, très différent, là, fait qu'à la base, on est très différent de nos compétiteurs. Puis on sait qu'en étant très différent de nos compétiteurs, on va aussi être très différent au niveau de la marque. Ouais. Puis c'est des choses que, quand on parle des apprentissages, bien, quand on a fait le partenariat exclusif avec PepsiCo, on a décidé qu'on lançait partout. On est passé d'une marque plus nichée, comme tu dis, et essayer très, très, très rapidement de devenir une marque mainstream. Je ne sais pas comment ça se traduit, mainstream, mais une marque très populaire. Donc, on est passé d'à peu près, comme je disais, 0% de notoriété, 0% de distribution à on va être dans tous les dépanneurs, toutes les épiceries, puis on veut plaire à tout le monde rapidement, puis on veut faire exploser les ventes. Puis quand tu essaies de faire ça trop vite, mais ça ne marche pas tout le temps. Comme ça, c'est une chose qui n'a pas fonctionné pour nous. Exemple, des dépanneurs si je parle, mettons, un dépanneur au Manitoba qui est un truck stop. Là. C'est quoi un truck stop? Un arrêt de camion. Les camionneurs, les truckers arrêtent là. C'est vraiment pas ta clientèle. C'est hyper masculin. C'est pas des gens qui sont super éduqués. C'est pas des gens qui font attention à leur santé. Je veux pas généraliser, mais souvent, c'est pas du tout... La clientèle qui résonne avec Guru, c'est urbain, professionnel, éducation universitaire, valeurs hyper progressives, qui font attention à leur santé. Bien, dans un dépanneur au Manitoba, sur le bord d'une autoroute transcanadienne, il n'y en a pas tant que ça. Ils vendent beaucoup. Ils vendent beaucoup de boissons énergentes. Fait que tu dis, hey, ils vendent énormément de boissons énergentes. On devrait être capable d'en. Fait qu'on réussit à aller en chercher pareil parce qu'il y a tellement une grosse. Mais c'est pas ça notre clientèle. C'est notre clientèle, on a beaucoup plus de succès dans les grands centres urbains, proches des universités, des cyclistes, des coureurs. En identifiant ton ICP, là, ta clientèle cible, c'est-tu là que vous êtes décidé de OK, on va aller en Californie? On le savait déjà. On savait tout ça, là, mais on le savait déjà tout ça, mais c'était un peu dans un partenariat comme ça où tu as la chance de dire je passe d'une marque plus niche à une marque mainstream populaire. Ouais. Bien, on l'a essayé. On a fait un partenariat avec Amazing Race. On était à la télé. On a samplé des millions de canettes à travers le Canada, tout dans COVID. Là, fait que ça aidait pas non plus. Là. On parle des plus gros investissements marketing qu'on a fait en 2021-2022. C'était pas, la COVID, elle s'est prolongée longtemps, finalement, là, avec les retours des... Qui coïncidait avec le début en bourse aussi. Oui, c'est ça. Il y a eu, ça fait partie de notre histoire. Ça fait énormément... Mais le consommateur Guru, on l'a toujours connu. C'est juste qu'on se disait, bon, mais on veut passer de la marque du consommateur Guru, qui est quand même assez précise, à dire, on veut plaire à tout le monde. Puis ça, il ne faut pas aller trop vite dans ça. Je pense qu'il faut respecter le fait que c'est pas tout le monde. Honnêtement, c'est pas tous les boissons énergentes qui pour eux, c'est important d'avoir une liste d'ingrédients sains puis d'être en santé. Là. Il y a plein de gens qui... L'élément santé, ils rentrent au dépanneur puis ils se prennent 2 Monsters tous les matins. Ils commencent avant le déjeuner, ils ont 120 grammes de sucre de but, là, puis ils vont aller au McDo pour dîner. C'est tout à votre honneur. C'est tout à votre honneur. Mais c'est différent. Avais-tu une question avant que je passe au segment? J'avais une autre question.
Tu sais, j'ai vu une vidéo de toi en ligne qui disait que tu n'avais pas payé vraiment d'influenceurs pour faire de la promotion de la marque. Puis je suis allé lire un peu sur Alani, puis j'avais vu qu'eux, à l'inverse, c'était comme max promotion avec influenceurs. Puis tu sais, j'ai vu comment que ça a été fondé en 2017, là, je ne me trompe pas. Puis les ventes ont complètement explosé. Fait que je me demandais, tu sais, est-ce que tu penses finalement que ça aurait été quelque chose d'intéressant à faire là-dessus, l'influenceur, ou c'est quoi qu'eux ont fait qui a tant explosé que ça là-dessus? Non, je suis convaincu que ça fait partie de la recette. Mais là, ça, c'est un autre modèle complètement. Tu sais, Alani, là, dans le jargon de l'industrie, c'est un peu founder-led, là. C'est à la base, la personne qui a créé ça, c'est Katie Hearn, puis c'est une influenceuse elle-même. Elle était the face of the brand pendant longtemps, là. Puis c'est une compagnie qui était à la base des suppléments, vraiment pour les femmes. Puis à un moment donné, elle a fait un partenariat avec une autre entreprise pour faire une boisson énergisante. Puis là, eux, le modèle était vraiment, bon, on prend des influenceurs, puis ils ont été très loin dans ça. Là, j'ai vu les noms qui ont été cherchés. Kim Kardashian. Ils ont Paris Hilton, puis tout ça. Il y a des mix de grosses dépenses marketing et d'équité dans ces affaires-là, puis ça leur a bien servi. Mais, tu sais, je pourrais te donner 20 autres exemples de compagnies qui ont essayé de faire la même chose, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est pas... Parce qu'on entend souvent parler de ces grands succès-là. C'est comme Prime, là, avec, j'oublie son nom. Mais Logan Paul. Oui, c'est ça, avec Logan. Prime, ça a été un succès qui a explosé, mais qui est redescendu vraiment vite. Alani, je ne sais pas si ça va continuer. Je pense qu'on est rendu plus loin que... Eux, ils se sont fait acheter par Celsius. Ils se sont fait acheter par Celsius. Mais est-ce que la croissance va continuer pour toujours? Est-ce que ça va être une vague? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup... Clairement, les influenceurs, la création de contenu, ça fait partie de comment les grandes marques de breuvage ont été bâties dans les dernières années. Ça coûte super cher, là. Très cher. Y a pas... Mais ça fait partie de notre recette. C'est juste à quel rythme, à quel point... des grandes célébrités, là, on parle de partenariats qui coûtent dans les millions de dollars. On peut leur donner une partie d'équité dans ça, mais d'arriver... Oui, parce que... Mais c'est une recette qui peut fonctionner. Si tu fais 1 million de marge nette, là, comme je vois au dernier trimestre, tu ne veux pas payer 8 millions de pubs du Super Bowl. Je ne suis pas fort en maths, mais je suis pas capable non plus. Mais c'est ça. Il y en a qui l'ont fait. Comme Papi, à un moment donné, Papi, c'est une marque qui a grandi, puis à un moment donné, ils se sont payés une annonce au Super Bowl. Je pense que ça a coûté, c'est quelque chose comme 6 millions US. Puis ça a été un accélérateur. Mais eux avaient commencé avec Shark Tank, qui est l'équivalent des dragons. Ils étaient connus un petit peu, puis il est arrivé au bon moment où ils disent, bon, mais là, c'est le temps d'aller au Super Bowl, puis de dire c'est comme le nouveau soda. Écoute, j'ai une question qui réveille, qui va fitter avec Gourou, Allons-y. qui est un peu plus sour que sweet, je te dirais. Mais si tu y réponds, je te donne un cadeau. OK. C'est un bon jeu. Est-ce que tu acceptes le jeu? Oui, on l'apprend. Vas-y. Le stock est rentré en bourse autour de 8 $, monté à peu près à 22 $ en 2021 quand que tout le marché était extrêmement à la hausse. Après ça, il y a eu des années plus difficiles. Comment que ça a été ces années-là sur le moral des troupes quand tu travailles pour une compagnie publique puis tu vois que tes stock options... Il y a plusieurs choses à dire. T'sais, nous, on est rentré en bourse. Le prix qu'on avait établi pour la valeur de l'entreprise, quand on avait 22 millions de ventes en 2020, on avait établi le stock price à 5,45. Oui. Qui donnait une valorisation de... C'était 5 fois les ventes, 22, 100 quelques millions. OK, market cap, quand même. Okay. Ça fait longtemps, ça fait 5 ans, mais... Puis, on pensait que c'était le fair. On pensait que c'était le fair market value, basé sur un paquet de comparatifs, puis un paquet d'experts qui s'étaient basés sur ça, puis avec le potentiel de croissance, à peu près 5 fois les ventes, 5,5 fois les ventes. Puis il y a eu une excitation extraordinaire. Là, puis j'aimerais bien ça vous dire que c'est grâce à des résultats, puis que le stock price a monté à 22. Mais au départ, il y a eu vraiment, comme il y avait beaucoup d'engouement dans la bourse pour tout ce qui était growth stock, il y avait beaucoup d'appétit pour le risque à ce moment-là, puis il y avait beaucoup d'investisseurs qui voulaient absolument avoir des actions de Gourou dans leur portfolio. Donc, il y avait beaucoup d'excitation par rapport au potentiel de la marque. Puis nous, ça nous mettait une certaine pression de voir l'action monter, mais on a toujours voulu rester quand même raisonnable par rapport à ça. Le partenariat exclusif de distribution qu'on a parlé plus tôt, ça faisait partie de ça. C'est de dire, OK, mais les attentes sont très élevées. On va tenter quelque chose qui va être un gros accélérateur. Qui va être un gros accélérateur. Donc, un gros partenariat de distribution comme ça. Go big or go home. C'est ça. C'est vraiment, on y va all out. On a fait une ronde d'équité. On a levé du capital à ce moment-là. On a fait ce partenariat-là. Puis on dit, OK, on va changer un petit peu la stratégie pour accélérer. Gros partenariat de distribution. On lance très fort en Ontario, dans l'Ouest. On met des beaucoup plus grandes dépenses
en vente et en marketing pour essayer d'accélérer. Puis c'est cette partie-là, tu sais, qu'il y a des parties qui ont fonctionné. On a quand même passé de 22 millions de ventes à 30 quelques millions de ventes. Puis sur ça, ben, il y avait une réduction des marges, là, tu sais, parce qu'on avait réduit nos prix de 25 Fait que, tu sais, c'est comme si on a doublé. Fait que là, I guess, les on a analystes presque ont doublé vu une réduction des ça, marges. c'est que puis là, ça a été pénalisé. c'est ça, mais en réduisant nos marges, ça avait l'air comme si nos ventes étaient flattes. La réalité, c'est qu'en volume, nos ventes augmentaient. Mais ça n'a pas eu le succès. Clairement, on aurait continué ce partenariat-là si ça avait eu le succès qu'on s'est attendu. Fait que ça a été un gros apprentissage. Mais pour répondre précisément à ta question, à savoir est-ce que ça a changé la culture de l'entreprise? Pas tant la culture, mais mettons, moi, je travaille pour Guru, puis je suis payé en partie en stock option, puis là, je suis excité, on rentre en bourse, puis là, je vois 22, 20, 18, 16, 14, puis arrête-moi quand tu veux, là, ça va jusqu'à 1. Ah ouais, mais ça, c'est plus... Honnêtement, ce qui a plus changé, c'est quand ça l'a vraiment monté beaucoup. Parce que là, il y a des employés qui se sont dit, bon, ben là, je vais changer, tu sais, j'ai fait beaucoup d'argent, je vais changer de projet de vie. Il n'était pas locké down, mettons, pour 6 mois? Non, pas les employés. certains employés, mais tu sais, pas le middle management. Fait qu'il y en a qui ont décidé qu'ils faisaient un voyage. Non, mais un voyage autour du monde, différentes expériences. Je me parle d'une business, on fait d'autres choses. C'est du monde qui était là avec nous autres. Mais ça l'a comme solidifié la base des employés. Tu sais, honnêtement, ça a solidifié. Les employés étaient là pour le long terme. On a rapidement arrêté. Tu sais, dans l'entreprise, on ne parle jamais du prix du stock. Jamais. Comment vous faites ça? Nous autres, on parle juste de ça. C'est ça. Nous autres, on parle jamais de ça. Nous, on parle de la business. Okay, on gère la business, puis on veut faire grandir la business, puis on parle de... Parce que le stock baissait, mais les fondamentaux de la business étaient bons. T'sais, nous, on avait plein d'argent dans le compte de banque, on voyait certains éléments de croissance. Ça ne changeait rien dans l'histoire. Ça ne changeait pas la stratégie. Non, le plus gros changement de stratégie, c'est quand là, on vient de défaire le partenariat de distribution. Okay. Ouais. Mais pendant ce temps-là, c'est non, on a un nouveau partenaire de distribution, on va faire fonctionner ça, on va investir en marketing, on va bâtir la notoriété de la marque. Vous aviez déjà prévu, on s'en va en Californie. Toutes les pertes qu'on faisait, là, en fait, à chaque année, c'est sûr que ça faisait comme d'un côté investisseur. Je peux comprendre que certaines personnes disaient « Oh my God, Guru a toujours été profitable, fait des pertes. » Mais c'était pas une surprise, là. On faisait un budget en début d'année. C'était pas une surprise pour vous à l'interne. Non, mais le board, même pour les analystes modélisaient tout ça, ils comprenaient très bien ce qu'on faisait. Le board approuvait des pertes, puis en général, on a perdu à chaque année moins que ce qu'on avait dit qu'on allait perdre. Là. Parce que tu veux compétitionner contre Red Bull. C'était pas les pertes qui étaient les surprises, c'est qu'on s'attendait à une plus grosse croissance en fonction de ces pertes-là. Right? Fait que c'est plus, la surprise était plus de dire on n'a pas le retour autant qu'on aurait prévu sur ces investissements-là. Fait qu'on avait, parce que la plupart des investisseurs sérieux, peut-être qu'il y a certains investisseurs plus retail là, qui avaient investi dans Guru qui ne comprenaient pas, mais quelqu'un qui comprend vraiment l'histoire, il savait très bien qu'on avait dit on vient de lever de l'argent est dans le compte de banque, on va la dépenser. Là. En la dépensant, ça veut dire c'est une notion qui était différente. Là, on va dépenser plus que ce qu'on gagne. Il y a une année, on avait, au départ de la bourse, là, on avait comme, mettons, je vous ai dit, on avait 22 millions de chiffre d'affaires, mais en 2021 ou 2022, on a mis 20 millions en marketing. Il n'y a pas personne. C'était un budget. On a approuvé un budget de 20 millions en marketing. 20 millions en marketing. Oui, si tu approuves un budget de 20 millions en marketing. 20 millions, tu n'as pas payé personne encore. Oui, si tu mets 20 millions en marketing. Tu sais bien que tu ne feras pas d'argent. Là. On va demander à Régie en arrière. Non, il me confirme que non, lui. C'est ça. Fait que, mais c'est des choses qui peuvent paraître. Mais c'est quand même qui font pas de sens. Très petit mais tu m'as parlé de compétiteurs. Dans l'industrie du breuvage, à peu près toutes les compagnies de breuvage, c'est le modèle. Là. Les compagnies de breuvage, c'est très, très rare. En fait, ce qui était une anomalie de Guru, c'est qu'on avait toujours été profitable dans le passé. Parce que des compagnies de breuvage qui sont profitables, il y en a à peu près pas. Parce qu'il y avait une croissance organique faible. Non, mais si on faisait attention, on avait des grosses marges, puis on avait une croissance, puis on faisait, dans notre modèle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu mettais pas. C'est ça, on mettait pas toute la gomme. C'est ça. Puis là, on se disait, c'était toute la thèse d'investissement de Guru, c'est de dire, ils réussissent à grandir comme ça en dépensant aussi peu. Imagine avec un partenariat de distribution comme ça, puis si on met 20 millions en marketing, ça va exploser. Hein? On l'avait, l'argent, là. On se le fait pitcher, nous autres, souvent. On essaie de faire des acquisitions chez Poche et Fils, puis ça vend organiquement. Imagine si je mets de la publicité. C'est ça. OK, mais fais-les, tu sais. Mais... c'est ça qui est l'affaire. C'est l'affaire ça, c'est peut-être le plus gros changement qui n'était pas dans notre nature. On était dans une nature où on avait toujours été... On faisait très attention à ce qu'on dépensait. Chaque dollar qu'on mettait, même quand on faisait occupation double, on en a parlé rapidement tantôt, mais pour nous, là, c'était une grosse dépense, puis on voulait faire vraiment attention, puis on mettait tous nos efforts pour faire maximiser cet investissement-là. Mais si tu passes d'un budget marketing de 1 million à 20 millions, là, c'est beaucoup. Tu essayes plein d'affaires que tu n'as jamais fait. Ça, tu as dit, c'était en quelle année, ça, le 20 millions?
Mais faut C'est autour de 2020, 2021, Faut que tu sois 2022. créatif, Après, hey, là. on a 19 millions de plus, comment qu'on le dépense? Ouais. Hey, oh oui, bonne idée. C'est Ouais, toujours ça, lampé j'aime dans ça. un... Tu sais, c'est dans le sales and marketing. Là. Je Oui. parle de Ouais, marketing, ouais. mais c'est sales and marketing OK. ensemble parce que nous autres, mais c'est juste pour démontrer qu'il y avait une stratégie très, très agressive de faire augmenter les ventes. Puis c'était approuvé par tout le monde. Puis tous les analystes Mais- modélisaient ça, comprenaient ça. Fait que la surprise, c'était pas les pertes. Parce que souvent, le monde parle des pertes, mais la surprise, c'est de dire, OK, mais comment on peut générer? C'était plus difficile de générer des dollars, même si on rajoutait des dollars marketing puis des dollars de vente, ne générait pas autant de dollars de vente qu'on aurait prévu. OK. Est-ce que tu avais absolument besoin d'une compagnie publique pour mettons, grossir le budget marketing comme ça ou ça aurait pu être fait? Ça aurait pu être fait dans... Tu sais, on avait vraiment évalué les deux options. Au départ, tu sais, le modèle, on parlait des modèles d'une compagnie de breuvage. Là, tu sais, si on se partait une petite compagnie de breuvage ensemble, nous autres, probablement que ça commence par une ronde. Tu sais, ça ressemble à le tech. On fait une petite ronde de friends and family, on va voir nos familles, puis dire j'aurais besoin de faire 500 000 pour faire une première batch de production, puis on se part une compagnie. Puis après ça, ben, le cours normal des choses, c'est qu'une fois que tu as épuisé l'argent de ta famille, hein, ben, tu vas aller faire une ronde de venture, série A, série B, puis tu vas t'en aller dans le private equity. Fait que nous, on était profitables, on n'avait pas vraiment besoin de financement, mais on avait un momentum. Là, les années avant d'aller en bourse, là, c'était année après année, du 25, 30, 35. On a eu une année à 42 % de croissance. Wow. Fait qu'on se disait, bon, ben là, on a un momentum, on veut vraiment accélérer, le temps est là. Puis on parlait à des partenaires de private equity. Là. On a évalué ces options-là. On était 3 partners qui avaient 80 % de la business. Puis les termes de private equity en français, c'est quoi? Firme de C'est une L'équité société- privée. Ouais, L'équité ça Les privée, c'est. firmes d'équité, les Ouais. financements privés. l'investissement direct. Ben, ils exigeaient dans leur contrat des termes qu'on n'aimait pas. OK. Fait que c'est vraiment juste une question de dire... Donc, et puis, étant donné qu'on disait à nos avocats puis à nos banquiers qu'on n'aimait pas ces termes-là, ils ont dit, ben pourquoi pas aller avec la route publique? On a évalué ça pendant quelques semaines, puis on a dit, la fenêtre est ouverte. La fenêtre est ouverte, c'est une belle façon de se financer. Les valorisations étaient semblables, honnêtement. Les multiples, c'était pas comme une affaire de valorisation, de dire, oh, ça va tellement être plus payant. Parce que le prix qu'on a mis pour le IPO était à peu près semblable à ce qu'on aurait pu avoir dans le private equity. Après ça s'est mis à monter. Oui. Ouais. Mais ça, c'est un peu... Il y a une partie qu'on contrôle, mais moi, je suis toujours dit, je ne contrôle pas le prix de l'action. Je contrôle les fondamentaux de la business. On veut grandir. On fait les En même bonnes temps, ça, affaires. c'est rare. Je pense, parce que personnellement, je pense que j'ai jamais vu une compagnie publique qui a que les actionnaires détiennent autant d'actions que ça. là. C'est assez impressionnant. Oui, il y en a quelques-unes autres, mais ouais, On sur le est- TSX, on c'était pas parle beaucoup. de quand même plus de 50 % à 3 Ouais. personnes. Ouais. Tu sais, t'as pas un flow, t'as pas beaucoup d'actions en circulation nécessairement non plus. Non, mais il y en a toujours pareil. Il y a Ouais. toujours des... Si tu regardes les volumes des dernières semaines, il y a quand même pas mal d'actions de gros qui se transigent. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Ça tourne toujours transiger plus autour de nos résultats. Les gens s'intéressent plus à l'histoire Ouais. autour des résultats. Depuis Après ça, on qu'on dirait en que ça- parle à notre épisode. Ben oui, ça là. C'est sûr que ça, Ça a aidé. ça a je coïncidé. pense que, tu sais, Je en sais bout pas de si c'est ligne, les les- earnings ou si c'est notre épisode. hein. L'histoire le dira. Mais en bout de ligne, les gens, tu sais, après ça, on revient toujours aux fondamentaux. Est-ce que les gens y croient dans l'histoire? Est-ce qu'ils pensent? Est-ce que les gens, tu sais, c'est une industrie de 25 milliards de dollars en Amérique du Nord, les boissons énergentes. Est-ce qu'on pense que dans 10 ans, dans 5 ans, est-ce que tout le monde va continuer à boire juste du Red Bull ou du Monster ou il y a de la place pour des marques qui vont être plus saines? Si tu regardes comment la Ou est-ce culture que le monde évolue. va boire des boissons énergisantes? Oui, mais Ça ça, peut- ça, on peut aller ça, les jusque-là. gens, ça, il y a, ben, en tout cas, ça pourrait changer, mais pourrait présentement, changer. l'industrie des boissons énergentes est en grosse croissance. Ce qui change, c'est de plus en plus des zéro sucre. Ça, c'est l'accélération des zéro sucre. Puis c'est pour ça qu'on est vraiment là-dedans dans nos innovations, mais il n'y a pas vraiment de doute sur la grandeur de l'industrie des boissons énergentes. Je pense que tout le monde s'entend, c'est de dire, ben, cette industrie-là, il y a encore juste 2 grandes marques. Là. À un moment donné, est-ce que ça va changer? Puis il va y avoir d'autres marques qui vont venir et qui vont changer le cours de cette industrie-là. 2 marques qui sont positionnées quand même semblables. Il y a une différence là, entre le positionnement de Red Bull et le positionnement de Monster, mais ça reste que c'est quand même des marques qui sont dans le sport motorisé, le sport motorisé, les sports extrêmes. C'est très, très dans le côté extrême performance. Tu sais. Il n'y a pas de marque qui se positionne. Tu verrais Celsius, là. Mais Celsius, c'est une marque qui a été quand même positionnée différemment un peu, qui a été vraiment directement dans le fitness, là, qui a été plus... Au départ, Celsius, c'était un breuvage pour faire perdre du poids. Là. Ça a été ça qui a fait... Moi, pour ça que je dis, la dernière fois qu'on en parlait, on parlait de gourou. Moi, Mais c'est mon Sa oncle. sœur, elle disait aussi. Non, c'est mon oncle qui me disait, hey, prends ça, tu vas venir intelligent, ça va t'allumer, puis tu vas perdre du poids. Le marketing est fort. J'étais comme, c'est quoi Ouais, cette c'est drink-là? ça. Et nous, on n'est pas dans ça. T'as plus Je pense de que cheveux depuis tantôt. tu sais, le positionnement de la marque a toujours été sur la transparence, le
l'authenticité. Tu sais, on ne veut pas faire croire à personne que ça fait maigrir. Là, tu sais, puis je pense qu'ils se sont dissociés de ça grandement. Là. Mais ils ont évolué de vers un drink, prenez ça, vous allez perdre du poids, vers une communauté qui était très dans le fitness. Puis c'est la COVID, puis les gens qui s'entraînent à la maison, ça leur a bien servi. Fait qu'il y a comme un positionnement qui est là, qui est quand même très différent de celui de Guru. Il y a une perception un peu plus santé. Il y a une perception qui est plus santé avec Celsius. Par contre, quand tu regardes la liste des ingrédients entre un Celsius et un Red Bull, c'est à peu près pareil. Là. Il n'y a pas vraiment de différence. Mais c'est ça, la perception, c'est vrai que des fois, tu dis quoi? Perception is reality. Exactement. Une canette blanche avec des fruits dessus. Ça joue. Tantôt, tu parlais de doute. Est-ce qu'il y a eu un doute, une manée, une certaine nostalgie de on aurait peut-être dû rester privé? Est-ce que c'est. Souvent, on rencontre des gens qui vont public qui disent j'avais beaucoup plus de flexibilité ou de liberté quand c'était privé. Non, pas du tout. C'est exigeant. Il y a des. C'est pas des doutes à savoir. Non, je suis pas du genre à avoir des regrets. C'est plus de dire ça a été très exigeant. Là. Que ce soit l'entrée en bourse ou être en bourse au début, là, apprendre à être un CEO d'une compagnie publique, là, c'était très exigeant. Est-ce que tu dirais que tu trouves que les trimestres reviennent vraiment, vraiment vite, la préparation pour les questions. J'imagine avec la famille. As-tu des enfants? Oui. Ouais. Travailles-tu plus depuis que la compagnie est publique ou c'est... Non, ça a toujours été hyper intense. Ouais, ça a toujours été vraiment... Non, c'est all-in. Il y a de tes amis qui m'ont dit que des fois que tu n'as pas le temps d'aller au gym ou tu rates des... C'est plus des excuses, ça. Non, il n'y a pas de bonne raison pour manquer le gym. Pis ça, non. Mais avec la famille et tout ça, est-ce que... tu sais, je reviens au prix quand même du stock qui baisse, les médias qui en parlent. Est-ce qu'une année, tu doutes de toi-même? Tu dis, c'est peut-être pas... Ouais, non, mais c'est pas tant que ça un doute que ça vient éroder un peu le moral, mais je dirais que c'est pas ça ça n'a pas été ça les plus durs. C'est sûr qu'on avait fait un gros bet sur le partenariat de distribution. Fait que je dirais que le partenariat de distribution qui a moins bien fonctionné, ça, c'était plus dur. Ouais. Parce que c'était comme on avait changé la stratégie pour faire ce partenariat-là. On était tous dédiés à faire marcher ça. Puis finalement, ça n'a pas été... Quand tu défais quelque chose que tu as mis autant d'efforts à monter, puis tu recommences, ça, c'était plus difficile. Mais le prix du stock... notre perspective sur le potentiel de cette entreprise-là n'a jamais changé. Ben, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que le good energy never crash. Ah! Regarde ça! C'est ça mon cadeau? Ben oui, ça, c'est un des cadeaux. Puis, c'est, pour les boursicoteurs, c'est exactement le pattern des candlesticks du dernier mois. Quand ça c'est vraiment cool. C'est pas, je sais pas si je peux porter ça. Je sais pas si tu peux porter ça. Je sais pas si vous avez le budget pour en acheter, mais on est vendeur. On est vendeur. C'est ça qu'on fait. C'est cool. C'est ça. Un médium, large. C'est très bon. On va le porter d'ici la fin de l'émission. Ça aurait été encore meilleur avec le nouveau. Il n'est pas tout à fait le même. Mais mais là, tu sais, on a fait ça vite. On est réactif. Puis notre graphiste a fait de quoi de... Je tenais à faire exactement le pattern des chandelles. C'est très, très cool. Merci. Ça fait plaisir. Si tu es encore bon joueur, d'ici à la fin, on a d'autres cadeaux. Allez-y. On est prêt, on continue. L'audience, écoutez-nous jusqu'à la fin parce que ça va s'en aller en crescendo. J'ai des histoires qui me passent par la tête. Vas-y. Non, parce que tu parles de difficultés. Il y a une des histoires qui m'a passé. Honnêtement, l'expérience en bourse, ça a été super exigeant, mais je dirais que la pire crise qu'on a eue, tu vois, c'est justement quand on n'était pas en bourse. Quand la COVID a frappé, là, le mars 2020, là, pour nous autres, là, on a parlé des années de croissance qu'on venait d'avoir. Puis on avait ces années de croissance-là, année après année. Puis à chaque été, on manquait de stock. On manquait de stock parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent à ce moment-là, une petite compagnie privée. On avait une petite marge de crédit d'1 million, puis on maximisait cette marge de crédit-là. Ouais. Puis on devait gérer nos inventaires super serrés. Puis avec la croissance qu'on avait, c'était difficile. Il fallait commander le produit 6 mois d'avance avec des forecasts. Puis... Fait qu'il y avait comme la pression financière de faire des forecasts plus petits. Puis là pour l'été 2020, on s'est dit, cette année-là, on n'en manquera pas. Fait qu'on avait placé des grosses commandes en Europe. On avait fait produire en Europe. Oui, parce qu'on avait au Canada puis aux États-Unis, il n'y avait comme plus de capacité parce qu'à ce moment-là, il y avait une grosse croissance dans tout ce qui était canettes, même avant la COVID. Des canettes ou même les produits même que vous faisiez en Europe aussi? Au complet. Au complet. Je pourrais contrer l'histoire, là, mais il y avait de la capacité en Europe, puis il y avait des canettes disponibles en Europe. Alors qu'au Canada, il y avait à ce moment-là un gros phénomène, là, que la bière transitait de la bière en bouteille vers la canette. Il y avait aussi toute la croissance des serre-durs qui prenaient pas juste les canettes, mais aussi le temps de ligne
des embouteilleurs. Fait qu'il y avait une pénurie de temps de ligne et une pénurie de canettes. Fait que là, on avait de la misère à avoir du temps de ligne et des canettes. Donc, on s'est dit, on va y aller all-in. Puis on avait commandé, payé d'avance en Europe. Ça a dû être Des tough sur le cash containers flow, et ça. des containers et des containers. Là, ça, c'est la fois qui a été la plus inquiétante. Là. OK. Quand la bourse, quand la COVID a frappé en mars 2020, là, tous les détaillants, le trafic dans les magasins a baissé énormément. Tout le monde restait chez eux. Les détaillants n'ont pas arrêté complètement de commander pendant des semaines. Puis là, nous, on avait la marge de crédit. Là, puis ça a été épeurant. Ça, c'est la seule fois là, qu'on a vraiment dit, si on ne règle pas ça, la compagnie aurait pu, à ce moment-là, faire faillite. Fait que ça a été une des choses de dire, hey, Comment vous êtes sortis on veut de se là? donner un coussin financier pour plus jamais que ça arrive, ça, de gérer notre croissance. Comment Mais vous en êtes fait, sortis? il y a eu des partenaires extraordinaires, dont les banques qui nous ont aidés, mais ont aidé beaucoup d'entreprises dans ce contexte-là. Mais il y a aussi les détaillants qui nous ont beaucoup aidés. Les détaillants Couche-Tard, Sobeys. En allongeant, mettons, les temps Oui, de puis paiement, on a fait, eux aussi, là, ils étaient dans une situation particulière. Comme je me souviens là, que chez Couche-Tard, on vendait du gourou à la caisse. Qu'on vendait. Fait que là, on voulait pas. Nous autres, on avait tellement de caisses en inventaire, on devait pousser. Fait qu'on avait fait un spécial pour vendre du gourou à la caisse. 24 cannes? Oui. Fait que moins de trafic dans les magasins. Mais on disait, hey, si vous allez. C'était un peu le concept. Là, vous vous souvenez, aller dans un magasin, on pensait qu'on risquait notre vie. Là. Fait que là, si vous allez chez Couche-Tard, ben faites vos provisions. Là. Fait qu'on avait mis, je me souviens plus, mais peut-être qu'on avait mis une vingtaine de caisses par magasin. Mais tu sais, une vingtaine de caisses dans 600 magasins Couche-Tard, ça avait généré des caisses. Ça nous avait comme un petit peu de cash flow. Puis on a commencé à en vendre. Puis ça a juste reparti la machine avec des détaillants aussi. Sobeys, on a fait la même chose. Les bonnes histoires, les voisins. Fait qu'il y a eu plusieurs bons partenaires là, qui nous ont aidés dans cette stratégie-là. Puis ça n'a pas été long. Là, qu'après ça, tout n'est pas revenu à la normale, mais les dépanneurs, en fait, ont bien fait dans la COVID. Là. Oui. Parce que là, aller dans les épiceries, c'était compliqué. Là. Fait que les dépanneurs ont bien fait. Fait que ça nous a aidés, ça a reparti. Mais tu vois, ça a été une bien plus grosse crise là, que de voir le prix. On a appris rapidement là, autant à la hausse qu'à la baisse qu'on ne s'excitait pas avec le prix du stock. Mais en tant que là, ça ne change pas grand-chose. C'est comme dissocier complètement l'entreprise, le prix. Là, fait que... C'est ça. Mais il y en a beaucoup qui pensent encore aujourd'hui que c'est vraiment un la compagnie va mal parce que le stock tombe. Ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui pensent ça. Ça, c'est important à la limite pour votre audience. Complètement. Il est arrivé des choses des fois là, où on avait des investissements. Premièrement, quand on a fait l'IPO, il y a un paquet de fonds qui sont rentrés dans l'action avant. Parce que quand tu fais l'IPO, il y en a qui rentrent avant ou il y en a qui rentrent pendant. Puis quand un stock va doubler, tripler, là, ces fonds-là, là, non seulement, c'est même pas parce qu'ils croient par l'histoire, là, de par leur principe, dans certains cas, sont obligés de vendre. Si on fait 100 si on fait 150, si on fait 200 dans leur principe, ils disent, bien, on doit prendre nos profits. Là, ça fait un paquet d'actions qui viennent à vendre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand tu atteins certains niveaux de market cap, il y a la plupart, la totalité des fonds, ils ont des critères. Là. C'est comme exemple, si tu passes en bas tu viens de passer en bas de 300 millions de market cap, je ne peux plus te garder. Je suis obligé de vendre mes actions. Mettre les actions, ça met de la pression là-bas. Le gars, le gestionnaire de portefeuille dit, j'aime l'histoire, je crois le long terme, mais là, ça ne fit plus dans mes principes. Fait qu'il y a des choses comme ça qui ont zéro à voir avec les fondamentaux de la business. Ça, c'est les chums à Marc, ça. Tu le sais plus, mais honnêtement, ça vaut la peine d'expliquer ça parce que les investisseurs qui pensent que le prix du stock reflète à 100% la performance dans la compagnie, dans des très grandes compagnies, ça peut être un peu plus proche, mais dans une small cap comme Gourou, il se passe tellement de choses. Un vendeur doit vendre, un acheteur décide qu'il embarque, ça peut faire bouger le stock beaucoup dans une journée sans que ça soit... C'est pour ça qu'il faut que tu fasses tes recherches, tu regardes c'est quoi les fondamentaux de l'histoire, est-ce que je connais l'histoire, est-ce que je connais l'entreprise, est-ce que je pense à ses perspectives de long terme, puis est-ce que je suis in pour le long terme ou je veux essayer de faire un petit argent vite. Là, mais tu as surtout les petites compagnies, je veux dire, quand des compagnies de 100, 200 millions, c'est tellement moins suivi par les analystes que souvent c'est comme... C'est ça. C'est pas nécessairement corrélé à la qualité de l'entreprise. D'où l'importance de s'abonner à une chaîne comme la nôtre. C'est énormément d'apprendre. Mais je pense que la leçon principale, c'est de dire le prix de l'action puis la compagnie, c'est deux choses séparées. Ça, la plupart des gens ne comprennent pas ça. La plupart des gens pensent qu'un stock qui se transige à 300$ est trop cher à acheter parce que c'est puis un stock à 4,50$ est une aubaine. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai. Tu parlais de perspectives long terme. Est-ce qu'on peut parler de ce qui s'en vient pour Gourou? C'est quoi les perspectives? Parce que Marc est mon professeur, il me dit toujours investi dans une industrie ou une croissance qui a des perspectives futures. On parlait la semaine passée de la restauration qui voyait moins des perspectives futures.
moi, j'aimerais savoir c'est quoi les perspectives futures de l'industrie du breuvage et de Gourou. Oui, l'industrie du breuvage, on peut en parler plein. On peut parler de Gourou, un peu de tout ce qui est fondamentalement ce qu'on essaie de faire dans la mission. On ne donne pas... C'est ça devient toujours un peu plus sensible. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on va faire le prochain trimestre, qu'est-ce qu'on va faire le deuxième trimestre. Ça, que j'ai dans les mains, on ne peut pas le partager. Je peux pas vous dire exactement c'est quoi la stratégie. Premièrement, ça, c'est plus une question de compétiteur, mais on ne donne pas aussi de dire, hey, on pense qu'on va faire le prochain trimestre, on va faire tant, puis l'année prochaine, on va faire tant. Parce que mais vous êtes devenu rentable. Outre le truc de distribution, qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu rentable ce trimestre-ci puis qu'ils en ont parlé? Je vais te répondre à ta première question, puis on revient à la première. Parce que là, j'ai bu 2 gourous. C'est vrai que tu commences à t'allumer. Parce que je veux qu'on parle de... Non, mais c'est parce que je pense que si on veut revenir à la base là, de quelqu'un qui suit votre podcast puis dit hey, pourquoi j'investirais dans Gourou, pourquoi j'investirais dans l'industrie des boissons énergentes, parce qu'il y a plusieurs compagnies publiques dans l'industrie des boissons énergentes. Fait qu'à la limite, que ce soit Gourou ou un autre, il y a des belles histoires dans ce marché-là. La première chose, c'est qu'on a parlé d'une très grande industrie en très forte croissance. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dans les 12 dernières semaines, c'était encore en croissance, 12, 13, 14 avec 25 milliards. Semaine, 12 dernières semaines. Oui. OK. Fait que c'est vraiment en très forte croissance, l'industrie des boissons énergentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a une grosse tendance vers tout ce qui est plus santé. Là, il y a une confusion dans ça. Parce que qu'est-ce qui est plus santé réel versus qu'est-ce qui est plus santé perçu? Là, il y a une grosse différence dans ça. Mais les marques qui sont en forte croissance, c'est des marques qui sont soit vraiment réellement plus santé, comme Gourou, ou qui sont perçues comme étant plus santé parce qu'ils sont zéro sucre. Fait que la grosse tendance est dans le zéro sucre, mais la plupart du temps, les zéro sucre, c'est rempli d'aspartame et de sucralose. Donc, des ingrédients c'est d'ailleurs une des chimiques. questions que je t'ai posées d'entrée de jeu. Oui, c'est ça, avant qu'on commence le podcast. Tu sais, comment ça, il n'y a pas de sucre sur de la sucralose? Tu m'as dit, non, jamais. Non. Fait que nous, on est une petite marque qui fait un produit qui est vraiment plus sain dans une très grande industrie, puis on pense que cette industrie-là, c'est naturellement la thèse, puis nous autres, pourquoi on existe, c'est qu'on va transformer cette industrie-là. Notre mission, on appelle ça, on dit en anglais « cleaning up the toxic energy drink industry » ou « cleaning up the industry ». Puis quand on dit faire le ménage dans cette industrie-là, on ne fait pas juste dire par les ingrédients. On veut transformer la façon que cette industrie-là est perçue. Il y a encore une perception des boissons énergisantes qui est quand même assez négative. Ouais. Pourtant, nos ingrédients, quand tu compares nos ingrédients, ça ressemble beaucoup plus en plus grande concentration, mais ça ressemble plus à un thé, puis ça ressemble plus à un café. C'est une infusion de plantes naturelles dans une canette qui a l'air d'une boisson énergisante, qui goûte comme une boisson énergisante. Mais on pense que ça, c'est beaucoup plus aligné avec le futur, même si on est juste 30 quelques millions dans une industrie de 25 milliards. Puis on pense que cette industrie-là, des boissons comme la nôtre vont être le futur de cette industrie-là. Fait que ça, c'est comme ça, c'est les perspectives. Pitch. Comment y arriver? Comment y arriver? Bien là, il y a les défis de distribution, il y a les défis de bâtir la marque, comme on a parlé. Je pense que de bâtir la marque, c'est un plus grand défi que de bâtir la distribution. Est-ce qu'il y a des marques? Il n'y a pas beaucoup de marques qui font ce qu'on fait là. C'est compliqué de partir d'une nouvelle marque puis d'amener ça à 30 quelques millions. Fait que nous, on a une longueur d'avance. On est la marque naturelle numéro 1 dans les magasins d'aliments naturels aux États-Unis. On est en forte croissance sur Amazon. Fait qu'il y a énormément de perspectives pour Gourou aux États-Unis et au Canada, puis éventuellement le restant du monde, mais notre focus, c'est vraiment l'Amérique du Nord. C'est ça, c'est la question de dire pourquoi, qu'est-ce que je pense qu'il va se passer dans cette industrie-là. Puis ça va peut-être se passer moins vite qu'on pense, ça va peut-être se passer plus vite, ça on ne le sait pas, mais moi, je suis convaincu que cette industrie-là, dans 10 ans, dans 20 ans, va être très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, je suis convaincu de ça. Différente dans quel sens? Elle va être beaucoup plus saine. Santé. Elle va être beaucoup plus saine. En fait, c'est une catégorie qui est beaucoup plus en retard. Tu regardes la majorité là, dans l'alimentation, les catégories ont changé beaucoup plus rapidement vers des produits qui sont beaucoup plus sains pour la santé. L'industrie de la boisson énergisante est restée, peut-être par la domination des deux grandes marques, là, est restée beaucoup plus chimique, beaucoup plus artificielle que le reste. Il y a beaucoup moins de choix même. Même dans la bière, là, si on compare dans l'industrie de la bière, c'est pas nécessairement plus sain un petit peu, mais il y a une réduction. Mais il y a beaucoup de, mettons, sans alcool, à la limite, on pourrait mettre. Mais le choix, il n'y a plus deux grandes marques là, qui dominent. Là, c'est vraiment beaucoup de choix. Les consommateurs de boissons énergisantes, ils veulent plus de choix. Pour ça, on lance autant d'innovation. Ça, cette industrie-là est en train de se transformer, ça accélère. Puis c'est ça la thèse d'investissement dans Gourou. Juste tant qu'à faire, ça ouvre une autre porte. Est-ce que ça vous coûte cher de développer un nouveau produit comme ça, mettons, ou c'est pas... Tu parles d'une nouvelle saveur? Ouais, une nouvelle saveur, puis tout ça. Oui, on a la chance de... Vous avez peut-être vu là, dans notre équipe exécutive, on
On l'appelle notre druide, là, le brewmaster en Ouais. anglais. C'est un PhD. Ça m'a fait rire un peu le nom que tu lui as donné. Oui, mais c'est le fun parce que c'est vraiment ça. Il est tombé dedans quand il était jeune. Je l'imagine quasiment à Bali sur le bord de la mer en train C'est de... un PhD en pharmacologie qui a fait. C'est un Français qui a ses parents étaient dans ça aussi. Fait que depuis qu'il est tout jeune, qui fait des mélanges de plantes puis de fonctionnels, des boissons fonctionnelles de toute sa vie, dans le fond. C'est vraiment un expert dans ça. Fait qu'en faisant ça à l'interne, il y a quand même vraiment une valeur. On a une expertise quand même assez particulière dans ça parce que c'est pas que c'est si cher. Une fois que tu as les bons partenaires, c'est quand même assez long. Comme les zéros, là, c'est pas un hasard qu'on n'a pas lancé des zéros avant. Pendant la tendance d'avoir des boissons zéro sucre, ça fait longtemps qu'on la voyait, cette tendance-là. Mais on ne voulait pas le lancer parce qu'on n'était pas capable, avec les ingrédients qu'on avait dans le passé, on n'était pas capable de faire de quoi qui goûtait bon. Mhm. Parce que, tu sais, faire une boisson zéro sucre avec de l'aspartame puis de la sucralose, on pense pas que c'est la solution parce que c'est chimique puis ça a toutes sortes d'autres problèmes. Mais c'est facile. Tu enlèves le sucre, tu mets de l'aspartame, de la sucralose, ça va goûter sensiblement la même chose. Il y a du monde qui dit qu'ils sont pas capables. Il y a du monde qui dit qu'ils sont pas capables. Mais en général, c'est beaucoup plus facile que de le faire avec des plantes. Puis on utilisait une plante qu'on l'utilisait plus dans le passé, qui est du stevia, qui est une super plante qui donne un petit goût sucré, mais il y a des gens aussi qui trouvent qu'il y a un petit goût. Ouais. Fait que là, c'est ça. C'est ça. Fait que tu vois, il y a des gens. Fait que là, les zéros, on a réussi à faire les zéros sans utiliser de stevia. On a utilisé d'autres ingrédients comme les fibres d'inuline, comme c'est de la canne à sucre, mais qui a été fermentée, qui donne le sucre, qui n'a pas les calories. Fait qu'on a amené des nouveaux ingrédients qui font qu'on a le goût sucré sans le goût amer du stevia et sans les calories du sucre. Mm-hmm. Ça a été un peu le côté développement qui a pris du temps. Fait que, tu sais, la réponse, ça a coûté cher. Bien, si tu calcules tout le temps qu'on a passé, ça a coûté cher parce que ça a pris plusieurs années à arriver à un produit zéro sucre que vraiment on était confiant que les consommateurs allaient aimer. Mais ça n'a pas dû coûter si cher que ça si on retourne à ma sous-question de tantôt. Pour la première fois, vous êtes rentable au trimestre. C'est ça. Ouais. Ben, les marges sont bonnes. Fait que, Les marges sont bonnes. Ça a été cher à développer sur plusieurs années. Je veux pas savoir la le recette produire, de ça, produire ces ingrédients-là, naturellement, ça coûte plus cher, ces ingrédients naturels-là, bio, que d'acheter de la sucralose, de l'aspartame puis de la caféine artificielle. Ça coûte vraiment moins cher, ces ingrédients-là. Mais ça nous permet de charger, on vend nos produits un petit peu plus cher, pas tant que ça. On n'est pas plus cher que Red Bull, un peu plus cher que Monster. Est-ce que le prix a monté dans les 12 derniers mois? Non, pas tant que ça. Non, le prix au consommateur est à peu près le même. C'est pas, Mais comment vous avez fait pour être rentable? C'est ça, je veux savoir. Ben, le changement de modèle Le production. timing de Le changement, c'est qu'on a enlevé un distribution. intermédiaire. OK. On a parlé, il y a un intermédiaire Pas qui a de été moins de enlevé. dépenses de marketing. Des améliorations au niveau des coûts des produits. On a des super de bons partenaires qui nous donnent des bons prix sur les prix. T'sais, plus tu augmentes tes volumes, plus tu as des bons prix. Oui. Amélioration sur les programmes qu'on a négociés avec les détaillants pour s'assurer qu'on pouvait être profitable. Puis élimination d'un distributeur qui prenait une grosse marge. OK. Je vais arrêter de la poser. Ça fait 3-4 fois. Non, mais, mais mais ces marges-là, c'est parce que ça paraît exceptionnel, je comprends, pour un investisseur qui regarde ça, mais c'est des marges qui sont comparables à ce qu'on faisait avant le partenariat de PepsiCo. On a toujours été, avant de faire le partenariat, on était toujours à 62-63 Mais de c'était marge. pas public. Je veux dire, on le savait pas. Non, mais on l'avait, oui. OK, Ouais, oui. nos premiers 2020. trimestres publics, on avait dans ces marges-là. Ouais. Là, ça l'a baissé pendant quelques années dans le range de 52-53. Puis on l'avait dit que nos marges allaient revenir, mais c'est juste que les gens... On avait dit qu'on allait revenir à la profitabilité, puis on avait dit que nos marges allaient revenir à peu près à celles qui étaient nos marges avant d'être publiques, mais tu sais, là, il faut que tu suives l'histoire vraiment proche. Toutes des choses qu'on avait dit. La surprise pour nous, c'est que le marché réagisse autant à quelque chose qu'on avait déjà dit. Mais tu sais, il y a une différence entre le dire et le faire, peut-être. Oui, mais tu sais, ça fait 10 on l'avait ans dit, là, que ça faisait au moins 2 ans qu'on disait qu'on allait revenir à la profitabilité. Ouais. Ça faisait au moins 6 mois qu'on disait que nos marges allaient augmenter. Mais... En tout cas, il y en a qui sont bien contents. On a Jonathan qui nous a écrit que depuis qu'on en a parlé, qu'il a acheté des stocks, il est plus de 101% up et que maintenant, à son usine, il se fait appeler Guru Paper Maker. On te salue, Jonathan. Il travaille dans une usine de pâte et papier. Très heureux d'entendre Mais ça n'a rien à voir avec nous autres. Encore une fois, on n'est Non. pas là pour donner des conseils. On On fait est pas de là conseils. pour avoir le plus d'énergie et de connaissances de quelqu'un qui connaît la game. Mais c'est pour ça qu'il faut revenir à l'histoire de base, l'histoire long terme. T'sais. Oui, à travers le temps, il y a des gens qui vont faire de l'argent avec des fluctuations de stock, mais nous, la faction, moi, je suis un actionnaire important de cette business-là, puis pour moi, c'est du long terme. C'est des affaires de dire, hey, il faut penser vraiment à long terme. Puis à travers le temps, il y a des fluctuations. Puis ça fait Tu partie de possèdes 6% de la compagnie? 6%. OK. Toi, Marc, tu
possèdes combien pour ça? 0. 0. Là. T'as-tu d'autres questions? Non, Avant que je vais avec un autre cadeau? Ben, vas-y avec un cadeau. Là. Ben je pense oui, mais écoute, on arrive vers la fin. Il y a des bonnes réponses de questions. Fait que- J'ai deux livres pour toi. OK. J'ai le livre de mon collègue, coach en succès, Lambeau. François Degg-Bérubé. Ben ça, oui. c'est très bon à lire pour Oui, ton oui, prochain absolument. plan quinquennal. Merci, merci. Tu veux savoir la stratégie. Tu lis ça. J'en ai vu en masse sur les médias sociaux. Et ça, c'est un livre que j'ai écrit en vendant ma merci. compagnie à une compagnie d'équité privée. D'ailleurs, on en parlait tantôt. Ouais. Moi, tout, ça a été T'as rough. passé à dealer travers, avec. J'ai passé à travers d'un due diligence les avec term eux. sheets et les... Ouais, c'est... Mais là, toi, c'était un processus de vente c'est complet. un processus de vente, mais C'était pas un financement. c'est le petit poisson contre les requins, mettons. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais. Ouais, mais c'est quand même, c'est ça. Tu as vécu le même genre de Et processus. j'ai écrit cette expérience-là. Sur qui est mon combien histoire. de mois que ça a duré? Très peu. Très peu. Ok. Ça a duré 4 mois entre le LOI Ok. et la... Ah, ok. Ouais, ouais. Ça a Ben, failli bravo. pas se conclure. On était à 2 semaines qu'il tire la plug, mais C'est fait. Tu as fait le deal. je te laisse ça. Merci. Merci beaucoup. Puis, j'ai-tu d'autres cadeaux? Non. Je pense que c'est pas mal Mais tout. t'es déjà T'avais-tu pas payé. amené des cadeaux? Non, moi, je peux. T'es généreux. Oui, exact. Écoute, Carl, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Nous autres, ça complète pas mal notre émission. Je te remercie d'être là. Merci Si beaucoup. tu as un message que tu veux passer, c'est là. C'est Sinon, là. Non, mais ça- peut-être prendre le temps de vous remercier. Bravo pour ce que vous faites. Je pense que c'est merci. d'éduquer la communauté des Québécois vers peut-être des Français même, hein, francophones, Ouais. autour de l'investissement, de mieux peut-être prendre le temps de comprendre les business. J'ai adoré cette Ouais. discussion-là parce que c'est ce qu'on lit dans les médias versus avoir la discussion en profondeur, faire Ouais. des recherches en profondeur. Moi, je reviens toujours sur, je pense, le message, c'est de dire, mais retourner fondamentalement sur qu'est-ce qu'a fait l'entreprise, puis c'est quoi ses perspectives à long terme, puis qu'est-ce qui est l'historique de cette entreprise-là. Pour faire, tu sais, nous, ça fait 25 ans qu'on existe, puis on va exister encore longtemps, puis une mission que je pense qui est noble, qui peut transformer une industrie. Tu sais. Regarder les fondamentaux versus regarder comment le stock a monté puis a Ouais. descendu. Même s'il y a des gens qui réussissent à faire beaucoup d'argent juste en regardant des mouvements de stock puis en regardant des chandelles. J'aime les deux, par contre. Mais je pense que de regarder à la base, fondamentalement, qu'est-ce Ouais. que cette entreprise fait là? Est-ce que c'est une entreprise qui a du futur? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je crois? Est-ce que je pense que ça va gagner dans le futur? Je pense que c'est la bonne... En tout cas, moi, c'est mon approche d'investissement. Est-ce que dans 10 ans, Gourou est encore uniquement un play de boissons énergisantes? Ça, je peux pas répondre à cette question-là. J'aime ça. Là-dessus, il va répondre après que vous avez pesé sur- Si vous hit subscribe, peut-être qu'il répond. Hey, merci d'avoir Merci été là. beaucoup. Encore une fois, abonnez-vous. Plus de 3/4 de vous ne s'abonnent pas et écoutent gratuitement. On est bien contents, mais nous, on va peut-être éventuellement monétiser ça, avoir d'excellents invités comme Carl, avoir une recherchiste grâce aux gens qui s'abonnent et grâce à l'équipe qu'on va bâtir.